La journée avait commencé comme toutes les autres pour Aïssata, une jeune fille noire, pleine de rêves, qui voulait simplement profiter de ses vacances avant d'attaquer sa dernière année de lycée. Elle se réveilla tôt dans son appartement, à Lyon, se préparant paisiblement, sans soupçonner qu'un simple vol pour Paris allait bouleverser le cours de son existence. Pleine d'excitation pour ces quelques jours loin des révisions et du stress, Aïssata choisit avec soin sa tenue préférée, envoya quelques messages à ses amis et serra contre elle son billet de première classe, cadeau exceptionnel de son père pour fêter la fin d'une année difficile. En arrivant à la gare de la Part-Dieu, l'ambiance particulière des premières heures du matin se mélangeait à l'agitation des voyages d'été. Pourtant, les sourires habituels des employés semblaient plus crispés, les regards plus insistants. À chaque pas, alors qu'elle avançait avec assurance, elle sentait parfaitement les regards qui se posaient sur elle, oscillant entre la surprise, la curiosité maladroite et parfois un jugement à peine dissimulé. Derrière le comptoir d'enregistrement, une agente se contenta d'un bonjour rapide, évitant le moindre sourire, tandis que d'autres passagers dans la file la détaillaient sans gêne. Aïssata baissa les yeux un instant, inspirant profondément pour faire taire le malaise. Dans sa tête résonnaient encore les mots simples de son père. « Mamadou, n'oublie jamais d'être fier de toi, même quand les autres essaient de te faire sentir le contraire. » Mamadou, toujours attentionné, lui avait appris depuis l'enfance à porter la tête haute, à ne jamais laisser l'opinion des autres étouffer sa joie ou ses aspirations. Mais ce matin-là, malgré tout son courage, le sentiment de ne pas être à sa place s'imposait doucement. Cette impression sourde que le luxe et les privilèges visibles sur son billet et sa valise attirait soudain une forme d'hostilité silencieuse, un rappel qu'ici, pour beaucoup, elle n'était qu'une curiosité plutôt qu'une cliente ordinaire. Malgré tout, Aïssata avança, déterminée à ne rien laisser ternir le plaisir de ce voyage tant attendu. Elle jeta un dernier regard en arrière, sourit faiblement et s'engouffra vers la porte d'embarquement, sans se douter que cet instant ordinaire serait le début d'une histoire bien plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. L'arrivée d'Aïssata devant la porte d'embarquement fut comme butée contre un mur invisible qui sépare les passagers habitués des invités indésirables. Là, derrière le comptoir, Thomas, l'agent de la compagnie Air Hexagone, détaillait chaque voyageur du regard, mais c'est sur elle que son regard s'arrêta plus longtemps, dur et distant. Le moindre geste d'Aïssata, ajuster sa veste, passer la main dans ses cheveux, même sourire poliment, semblait instantanément éveiller chez lui un soupçon inutile. Il jeta un œil rapide sur le ticket, la valise, puis la toisa des pieds à la tête. Alors que les autres passagers, vêtus parfois plus simplement qu'elle, passaient sans souci avec un bienvenu neutre ou distrait, Thomas changeait soudain de ton. Sa voix à la fois sèche et mécanique brisait le court répit qu'Aïssata tentait de trouver. « Vous voyagez seule, en première classe, mademoiselle ?» demanda-t-il, son regard affichant une incrédulité mal dissimulée. Aïssata répondit calmement, essayant de ne rien laisser paraître, tout en sentant son ventre se contracter à chaque nouvelle question. Thomas scruta minutieusement son billet et observa longuement sa pièce d'identité, comme s'il cherchait le moindre signe d'erreur ou de fausse information. Le silence pesant entre eux ne fut rompu que par quelques tapotements sur son clavier. Derrière elle, les autres voyageurs commençaient à s'impatienter. Certains jetaient des regards curieux, d'autres baissaient les yeux, gênés d'assister à cette scène. Sans même sourire ou faire preuve de cette gentillesse automatique, propre au métier de service, Thomas tendit son billet à Aïssata presque à contre-cœur. Il n'essaya même pas de masquer l'idée que, selon lui, elle n'avait rien à faire dans ce salon d'embarquement réservé aux passagers de première classe. La désapprobation flottait, non dite, dans l'air. Ce moment, pourtant si anodin pour les autres, résonna fort chez Aïssata. Elle sentit que, rien que par sa présence, elle devait déjà prouver qu'elle méritait d'occuper ce fauteuil, de monter dans cet avion. Elle respira profondément, tenant son billet d'une main plus ferme, décidée à ne pas laisser ce genre de regard définir la suite de ses vacances,
ni la façon dont elle allait aborder les prochaines heures. Elle leva la tête, croisa le regard de ceux qui attendaient et s'avança enfin vers le point de contrôle, son courage comme unique allié. À peine montée dans l'avion, Aissata se sentit de nouveau observée. À l'entrée de la cabine, elle fut accueillie par Claire, l'hôtesse, une principale qui força un sourire en vérifiant la place inscrite sur le billet d'Aissata. « Vous êtes bien en première classe ?» demanda-t-elle machinalement, comme si la simple présence d'Aissata dans ce coin luxueux nécessitait confirmation. Son regard insistant et la façon dont elle regardait les bagages d'Aissata renforçaient cette impression désagréable d'être passée au crible. En avançant vers son siège, Aissata se sentit suivie par les yeux attentifs de Claire ainsi que par ceux d'autres membres d'équipage. Même les quelques passagers déjà installés semblaient s'interroger sur la légitimité de sa présence dans ce petit espace paisible, habituellement réservé à une élite familière des vols tranquilles entre Lyon et Paris. Elle rangea, sa valise s'installa et tenta de respirer plus calmement, consciente de chaque mouvement. Pour oublier un peu l'ambiance pesante, Aissata décida d'enfiler ses écouteurs. Elle parcourut sans enthousiasme les films proposés, jeta un œil sur le paysage à travers le hublot, repérant le balai routinier des pistes lyonnaises, mais la sensation d'être à part persistait. Un courant d'air froid semblait rôder dans la cabine, pas à cause de la climatisation, mais de ce quelque chose d'invisible, le doute, le jugement, tous concentrés sur elle. Elle surprenait des regards échangés entre membres de l'équipage, quelques messes basses, puis des silences volontaires, sitôt qu'elles croisaient leurs regards. À chaque passage dans l'allée, Claire et son collègue, Vincent, semblaient rallonger leur observation d'Aissata. Le contrôle de la ceinture, la vérification du plateau repas, tout prenait des airs de prétexte pour s'approcher et vérifier à nouveau. Aucune chaleur n'émanait d'eux, seulement une distance polie, tranchant avec les sourires plus ouverts, réservés aux autres voyageurs. Même les petites attentions ordinaires, offrir un journal, proposer un café, étaient accompagnées d'une réserve, comme s'ils attendaient qu'elle commette un faux pas. Malgré tout, Aissata serra les dents. Elle changea plusieurs fois de position, joua nerveusement avec la lanière de sa montre et essaya de rester concentrée sur son film, bien décidée à ne pas laisser ce malaise s'imposer. Mais en son fort intérieur, l'inquiétude circulait, discrète mais tenace, donnant au voyage une couleur étrange, loin de la légèreté qu'elle avait tant espérée. La tension monta d'un cran lorsqu'après quelques minutes, Claire revint, cette fois avec une attitude encore plus insistante. S'arrêter près de la place d'Aissata, c'était presque devenu une manie. D'une voix faussement préoccupée, elle lui demanda à nouveau ses papiers, comme si le moindre détail n'était jamais assez clair. « Je vais devoir revérifier. Votre carte d'identité, s'il vous plaît », lança Claire, sans aucune douceur. Aissata, surprise, mais gardant tout son sang-froid, tendit son RG et montra son billet de réservation, prouvant une fois de plus qu'elle avait tout à fait sa place ici. Pour appuyer, elle montra même le mail de confirmation que son père, Mamadou, lui avait fièrement transféré la veille. Rien n'y fit. Claire, toujours méfiante, scruta les documents, examina chaque ligne du billet comme si elle était la recherche d'une incohérence qui justifierait le malaise visible dans ses yeux. Puis, dans un silence gênant, elle tourna le document, fronça les sourcils et repartit un moment pour discuter avec Vincent non loin de là, assez fort, pour que certains passagers entendent des bribes du mot « vérification ». Les autres voyageurs s'échangeaient des regards, certains visiblement dérangés, d'autres simplement curieux ou agacés de ce manège qui n'en finissait pas. Aissata sentit la honte se transformer petit à petit en une forme de colère. Au calme, ce n'était plus seulement une histoire de contrôle, mais la façon dont chaque réponse, chaque preuve fournie semblait inutile d'avance, comme si elle ne pouvait jamais rassurer vraiment. Même ses mots de politesse se retournèrent contre elle, interprétés comme des justifications suspectes.
Elle se demanda combien de temps encore elle devrait lutter contre ce regard qui ne cherchait pas à comprendre, mais seulement à trouver un problème. Tout en restant digne, elle décida alors de ne pas élever la voix ni de montrer son trouble. Elle se redressa un peu plus dans son siège, respira profondément et garda ses documents à portée de main, bien décidée à faire face à toutes les questions qui pourraient encore venir. La température dans la cabine, déjà froide, sembla baisser d'un cran de plus, mais c'était surtout à l'intérieur d'elle-même que grandissait désormais quelque chose de plus fort, une détermination à ne pas se laisser écraser et à garder le contrôle. Et coûte que coûte. D'un seul coup, Thomas fit irruption dans l'allée, rejoignant Claire avec une démarche décidée mais tendue. Leur duo accentua l'ambiance quasi étouffante autour du siège d'Aïssata, qui sentit plus que jamais l'attention de tout l'appareil braqué sur elle. Adoptant une voix officielle, Thomas expliqua qu'il devait procéder à des vérifications supplémentaires en raison d'un supposé protocole de sécurité. À ses côtés, Claire hochait la tête, ajoutant que c'était pour la tranquillité de tous, mais la neutralité de leur ton peinait à camoufler la sévérité de leurs soupçons. Ils se lancèrent alors dans une série de questions, demandant comment elle avait obtenu le billet, si l'achat avait été fait en ligne ou via une agence, pourquoi le nom de son père figurait sur les échanges de mails. On lui demanda même de donner le numéro de téléphone de Mamadou sous prétexte de vérification. Les questions paraissaient interminables, chaque détail scruté comme s'il révélait inévitablement un problème. Les voix des agents résonnaient, entrecoupées de brèves discussions à voix basse, tout cela pendant que les autres passagers, attirés par la scène, tournaient la tête et chuchotaient entre eux. Aïssata sentit la honte l'envahir, bien, plus douloureuse que n'importe quel inconfort physique. Chaque accusation à demi-mot lui donnait l'impression de se retrouver nue devant une classe entière, incapable de se défendre sans paraître agressive ou coupable. Elle jetait des regards autour d'elle, découvrant des yeux fuyants ou des visages fermés, certains montrant de la désapprobation, d'autres une gêne silencieuse, mais personne ne semblait vouloir intervenir. Tandis que son cœur battait plus vite, elle sentit la colère se mêler à une peur subtile. Pourtant, une petite voix intérieure lui soufflait de ne pas craquer, de ne pas offrir à Thomas et Claire le spectacle d'une jeune fille brisée ou soumise. Serrant les dents, elle répondit calmement à chaque question, sortant une fois, encore l'épreuve de sa bonne foi. Malgré le sentiment d'être jugée devant tout l'avion, Aïssata gardait la tête haute, avec une fierté discrète mais inébranlable. Peu importe la hauteur du mur, elle était déterminée à ne pas se laisser effacer, ni dans ce vol, ni ailleurs. Sous la pression constante de Thomas et Claire, Aïssata fut invitée à quitter sa place et à les suivre vers la petite cuisine, à l'arrière de la cabine, où l'odeur persistante du café et des viennoiseries n'arrivait pas à masquer le malaise. Collée contre le comptoir, elle se trouva entourée par les deux agents qui chuchotaient entre eux tout en jetant des regards en biais, comme s'ils cherchaient un motif solide pour justifier leur insistance. Là, la distance qui séparait le simple contrôle de l'agression sournoise disparut totalement. Ils questionnaient désormais avec une pointe de moquerie à propos du moyen de paiement du billet, glissant des sous-entendus sur la relation d'Aïssata avec Mamadou, le détenteur de la carte utilisée. « Vous êtes sûr que ce monsieur Mamadou est bien votre père ?» demanda Thomas d'une voix sèche. Claire, quant à elle, tapotait sur un téléphone professionnel tout en marmonnant qu'il y avait trop d'irrégularités pour laisser passer ça. Aïssata tenta d'expliquer, sans élever la voix, que tout était en règle, que son nom figurait sur la réservation et que l'achat par un parent était chose courante. Mais aucune justification ne semblait suffire. L'obstination de Thomas et Claire laissait peu d'espace à la compréhension ou à l'empathie. Là, dans l'étroitesse de la galerie, Aïssata sentit le poids du regard des autres voyageurs, dont beaucoup ne se gênaient pas pour observer la scène similaire à un spectacle gênant. Le froissement des journaux et les voix basses dans la cabine témoignaient du malaise collectif. Pire encore,
La peur de l'humiliation publique prenait forme sous la menace, à peine voilée, d'une évacuation forcée. L'idée d'être débarqué, accusé de fraude devant tout le monde, faisait monter une panique silencieuse qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, le manque de contrôle sur la situation, la distance imposée face à la rigidité du protocole, rendaient les barrières invisibles de tout à l'heure parfaitement tangibles et redoutables. Celles-ci n'avaient rien d'abstrait. Elles étaient entières, hostiles, et prenaient forme dans les gestes fermés et les mots distants des agents de bord. Pourtant, même acculé dans ce coin, Aissata rassemblait tout son courage pour ne pas céder à la peur, refusant de se laisser déshumaniser complètement. Au moment où la situation semblait atteindre son paroxysme, Thomas lança avec détachement « Si vous pouviez prouver que ce monsieur Mamadou est bien votre père, ça irait plus vite. » Pourtant, dès qu'Aissata montra son téléphone avec des photos de famille, des messages, des échanges d'emails et même l'acte de naissance scanné que son père lui avait envoyé par précaution, les deux agents balayèrent ces preuves, du revers de la main. Ils prétendaient que tout cela pouvait être falsifié en quelques clics aujourd'hui, sans même y jeter un regard vraiment attentif. L'attitude de Claire devint presque moqueuse, ses soupirs bruyants laissant entendre que rien ne serait jamais suffisant. Aissata sentit l'injustice lui brûler la gorge. Elle ne savait plus si elle devait continuer à chercher de nouveaux documents ou abandonner, tant ses efforts semblaient vains face à un mur d'indifférence et de préjugés. Derrière elle, la cabine bourdonnait. Quelques passagers échangeaient des regards atterrés, d'autres détournèrent les yeux, pressés que le malaise cesse, mais personne ne se levait pour intervenir. Ce qui aurait pu être une vérification rapide prenait une tournure absurde, la transformant presque en coupable idéal, comme si le moindre détail de sa vie devait être disséqué en public sans la moindre décence. Ce qui la blessait plus encore, c'était l'obstination de Thomas et Claire à refuser d'appliquer la procédure officielle permettant de valider rapidement l'achat du billet via les services de la compagnie. Quand Aissata demandait qu'un responsable du personnel d'Air Hexagone vienne contrôler sur leur système, la réponse était toujours la même. Ce n'est pas possible pour le moment, question de protocole. Ou encore, on n'a pas le temps, le vol va bientôt atterrir à Paris. Des excuses qui sonnaient faux et ajoutaient au sentiment d'abandon. Plus le temps passait, plus l'absurdité de la scène était évidente pour tous. Aissata, bouleversée, gardait la tête droite mais les mains tremblaient. Les agents, sûrs d'eux, semblaient mépriser la logique même du bon sens. L'avion entier sentait bien qu'il ne s'agissait plus de contrôler des billets, mais d'un aveuglement collectif, un préjugé exposé sans la moindre gêne à chaque personne présente à bord. Comme pour prouver que certaines barrières ne demandaient finalement que peu d'efforts à franchir pour surgir. Alors qu'Aissata essayait encore d'expliquer une énième fois la situation, tout bascula d'un coup. Sans prévenir, Thomas, poussé à bout ou galvanisé par l'autorité, attrapa brusquement son bras pour la faire reculer et la maintenir dans la galée. Le geste fut violent, incontrôlé. Ses doigts se resserrèrent si fort qu'elle sentit immédiatement la douleur monter et, sans le savoir encore, un bleu se formait déjà sous la manche de sa chemise. Une vague d'indignation traversa la cabine. Plusieurs passagers, qui jusqu'ici n'osaient rien dire, commencèrent à hausser la voix. On entendit des « c'est inadmissible » fuser parmi la quarantaine de personnes présentes. Certains sortirent immédiatement leur téléphone, filmant la scène, pendant que Claire, figée mais solidaire de Thomas, tentait de bloquer les regards et empêcher qu'on s'approche trop. Les enregistrements tournèrent, tandis que le brouhaha s'amplifiait. D'un côté, une partie de l'équipe de bord se rangeait comme un seul homme derrière Thomas, arborant une posture sévère et vociférant qu'il fallait maintenir la sécurité avant tout. Mais à l'inverse, Marc, un jeune steward en fin de formation, visiblement mal à l'aise, tenta de s'interposer. Il s'approcha de Thomas et lâcha d'une voix un peu tremblante. « Ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Elle n'a rien fait de mal. » D'autres collègues, moins offensifs, parlaient à voix basse entre eux, mal à l'aise, cherchant des yeux une issue qui éviterait le scandale.
Aïssata, choqué mais stoïque, sentit soudain l'atmosphère changer. Les voix des passagers étaient plus assurées. Certains disaient fort qu'ils avaient tout filmé, que la compagnie ne pourrait pas ignorer ce qu'il se passait sous leurs yeux. Une femme d'une 50aine d'années, assise à 5 rangées, de là s'approcha pour demander si elle avait besoin d'aide. Un vieil homme cria de ne pas la toucher, réprimandant Thomas pour sa violence. L'espace exigu de la galerie devint le théâtre d'une tension collective, où la honte laissa place à une forme de solidarité, timide au début, puis de plus en plus bruyante. Pour la première fois depuis le début, Aïssata sentit qu'elle n'était plus seule. Au milieu de la douleur et de l'agitation, un fil de soutien s'était tissé, reliant ces inconnus venus défendre sa dignité, même au prix d'un grand désordre. C'est alors qu'au milieu du tumulte, un homme en costume sombre se leva, ou calmement près du couloir. François, c'est ainsi qu'il se présenta, voix claire, déclara à haute voix « Je suis avocat au barreau de Paris et je filme l'intégralité de la scène. Si cela ne s'arrête pas immédiatement, vous aurez affaire à la justice dès notre arrivée. » Son ton ferme et assuré coupa court à la cacophonie des agents de bord et imposa un silence tendu, mais salutaire. Les passagers, jusqu'alors hésitants, se rallièrent aux propos de François. Plusieurs levèrent eux aussi leur téléphone et pour enregistrer, et des paroles d'encouragement s'élevèrent pour soutenir Aïssata. Des regards se croisèrent, lourds de reproches envers l'équipage qui, pour la première fois, sembla ne plus maîtriser ce qui leur échappait totalement. Face à cette pression nouvelle, Thomas hésita, relâchant la poigne sur le bras d'Aïssata, tandis que Claire reculait d'un pas, perdant de sa superbe. Même Marc, le jeune steward, acquiesça d'un petit signe de tête quand François rappela que toute forme de violence était interdite par la loi française et que leur responsabilité individuelle était aussi engagée. L'atmosphère avait changé de camp. Ce n'était plus Aïssata, seule et démunie, contre la toute-puissance de l'équipage. Elle se retrouvait entourée de témoins, de preuves, et porteuse d'une parole désormais renforcée par la vague commune d'indignation. Aïssata sentit la peur refluer pour la première fois. Sa respiration se calmait, et la honte initiale qu'elle avait ressentie laissait place au sentiment nouveau d'avoir le droit, et aujourd'hui aussi, le pouvoir de réclamer justice. Elle remercia d'un regard François et les autres passagers, sans même pouvoir mettre des mots sur sa gratitude. Tout ce qui paraissait impossible 10 minutes plus tôt prenait enfin forme. L'espoir d'être entendu, la certitude que la vérité pouvait l'emporter malgré les préjugés. Alors que le pilote annonçait la préparation pour l'atterrissage à l'aéroport Charles de Gaulle, l'attention générale restait braquée non sur la ville-lumière, mais sur Aïssata et la réhabilitation de sa dignité. Soudain, l'idée même d'affronter les conséquences ne semblait plus un cauchemar, mais une promesse de réparation et de respect. Face à la vague de soutien et à l'intervention décisive de François, l'équipage n'eut soudain plus d'autre choix. Il fallut bien autoriser Aïssata à contacter Mamadou. Cette permission n'avait rien de sincère. Tout le monde sentait bien qu'elle était extorquée par la pression collective et surtout par la menace d'un procès. Au début, Thomas tenta encore de s'opposer, prétextant que les téléphones devaient rester éteints ou que la ligne ne fonctionnait pas durant la descente. Claire, sans même croiser son regard, ironisait en disant que ça ne changerait rien, que tout le monde pouvait simuler un appel aujourd'hui. On entendait même quelques rires nerveux chez 2 membres d'équipage, presque mal à l'aise devant l'autorité perdue. Mais Aïssata n'avait pas l'intention de reculer, pas si près de la sortie du tunnel. À chaque tentative de leur part de lui ôter l'appareil ou d'interrompre la démarche, elle redoublait d'arguments, expliquant qu'il était possible d'utiliser le Wi-Fi embarqué ou, en dernier recours, le téléphone d'urgence du vol que les stewards eux-mêmes utilisaient parfois. Elle évoqua fermement le règlement, soutenu par les passagers, qui, bien avachis dans leur siège en attendant l'atterrissage, ne la lâchaient pas des yeux et l'encourageaient à voix basse. François, quant à lui, filmait encore la scène, prêt à lever la voix face à la moindre tentative de censure.
Les membres de l'équipage, de plus en plus blasés, durent reconnaître qu'ils ne pourraient pas revenir en arrière. Marc, les joues rouges, contourna le protocole en lui tendant discrètement le combiné du téléphone d'Air Hexagone, tandis que Claire gardait son air fermé, mais restait en retrait. Dans ce climat tendu mais apaisé par la perspective d'une résolution, Aïssata composa enfin le numéro de chez elle. Après une sonnerie interminable, la voix de Mamadou répondit, chaleureuse et un peu inquiète, confirmant immédiatement l'identité de sa fille et la réalité de l'achat du billet. Cette conversation, brève mais limpide, désarma définitivement l'équipage. Les passagers réprimèrent un soupir de soulagement et, ici ou là, quelques applaudissements légers éclatèrent, rendant à Aïssata la place qu'on lui refusait depuis le début. Elle sentit alors la fatigue la gagner, une lassitude qui n'effaçait cependant pas la satisfaction d'avoir tenu bon, d'avoir fait entendre la vérité malgré tous les obstacles. Après ce premier soulagement auprès de Mamadou, il restait encore une étape à franchir. La confirmation officielle, par le biais du service client d'Air Hexagone. Marc, un peu fébrile mais soucieux de bien faire, proposa son aide pour composer le numéro du standard. Aïssata, toujours debout dans la galerie, sentit la pression remonter. L'ensemble de la cabine retint son souffle. Le combiné devint soudain terriblement lourd, chaque bip du clavier résonnant dans le silence quasi total du vol qui approchait des pistes de Roissy. À cet instant, la peur d'être renvoyé dans l'ombre refaisait surface. Tout le monde la fixait, suspendue à ce moment décisif où la machine administrative, souvent lente et impersonnelle, se retrouvait au centre de toutes les attentions. Aïssata avait beau se rassurer, se répéter que tout finirait bien, elle ne pouvait empêcher son cœur de battre à 100 à l'heure. Autour d'elle, les visages reflétaient la tension partagée. Certains passagers croisaient les doigts, d'autres serraient les mâchoires, fatigués mais solidaires après ce long épisode. Lorsque quelqu'un décrocha enfin, la voix était celle de Fatou, la responsable du service clientèle. La reconnaître fut comme recevoir une accolade à distance, même si la situation l'empêchait de se laisser bercer par cette chaleur familière. Fatou, toujours calme et professionnelle, demanda poliment ce qui se passait, puis s'enquit immédiatement de joindre Mamadou, rassurant Aïssata « Ne vous en faites pas. Je vais prévenir Monsieur Mamadou sur le champ et je reste à l'écoute, avec vous. » Cette voix stable, pleine d'assurance, donnait à Aïssata un peu de réconfort dans ce moment de bascule. Pourtant, le sentiment d'injustice restait là, brûlant. Elle savait que rien ne serait effacé d'un simple appel, qu'il faudrait du temps pour que tout soit réellement réparé. Mais cette solidarité à distance, Fatou, François, les passagers, venaient tracer une ligne entre elle et l'équipage, qui commençait à baisser la tête, prenant conscience de leurs gestes. Les secondes défilèrent lentement, alors que Fatou expliquait qu'elle gardait la ligne ouverte, que tout serait documenté pour que la lumière soit faite sur chaque détail. Malgré la prudence et la lenteur du processus, Aïssata sentait, pour la première fois depuis le décollage, que la vérité pouvait enfin trouver sa place. Lorsque Mamadou prit enfin la ligne, la tension dans la cabine laissa place à un bref silence, comme si chacun devinait l'importance de ce moment. Sa voix grave résonna à travers le combiné, ferme et pleine de cette indignation calme que seuls les parents adoptent lorsque leurs enfants sont attaqués. Il commença par rassurer Aïssata, puis demanda sans détour ce qui s'était exactement passé. Aïssata, la voix cassée mais déterminée, raconta tout de A à Z, le ton monté sans trembler. Elle expliqua l'accusation absurde, les doutes jetés sur son identité, la brutalité avec laquelle Thomas avait serré son bras, sans oublier la mobilisation de plusieurs passagers et la présence d'un avocat. Elle mentionna aussi que de nombreux témoignages et vidéos circulaient déjà sur les réseaux, des preuves irréfutables de ce qu'elle venait de subir, rendant très difficile pour l'équipage de nier leurs actes. Mamadou resta silencieux quelques secondes, puis déclara suffisamment fort pour que tout le monde entende
Je m'occupe de tout, Aïssata. Ils devront répondre de leurs actes devant la direction d'Air Hexagone, et même la justice, s'il le faut. » On sentait dans sa voix la colère froide d'un homme qui, longtemps respecté dans le secteur, n'allait pas laisser passer une telle humiliation pour sa fille. Du côté de l'équipage, le changement d'attitude était visible. Les sourires de façade de Thomas et Claire s'effacèrent. Ils évitaient désormais le regard des autres passagers, mal à l'aise, coincés sous le poids des regards et du statut de Mamadou qui, tout à la fois client influent et homme connu dans la communauté d'affaires, pesait lourd. Même Marc, qui avait tenté d'aider à la dernière minute, restait en retrait, embarrassé. Pour Aïssata, la voix de son père, alliant tendresse et force, réveilla quelque chose qu'elle avait cru avoir perdu. La certitude d'être soutenue et la promesse que justice serait rétablie, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui auraient pu se retrouver à sa place. Petit à petit, ce sentiment d'isolement cédait la place à une forme de confiance nouvelle, portée par l'énergie collective des témoins et l'engagement indiscutable de Mamadou. À peine la conversation avec Mamadou terminée, Fatou rappela à l'ordre les membres de l'équipage, en les passant tout de suite au téléphone, l'un après l'autre. D'abord Thomas, ensuite Claire, furent contraints de parler personnellement avec Mamadou et Fatou, tandis que Marc restait à l'écart, gêné, triturant un coin de sa veste. Leur voix, autrefois assurée, était désormais hésitante, les mots butaient. On aurait dit que chaque phrase coûtait un véritable effort. Thomas tenta d'expliquer qu'il avait agi pour la sécurité du vol, mais ni Mamadou ni Fatou ne se laissèrent convaincre si facilement. Ils creusèrent, posèrent des questions précises, demandant pourquoi il avait utilisé la force, pourquoi Aïssata avait été isolée, pourquoi les appels à l'aide des passagers avaient été ignorés. La ligne hiérarchique était désormais très claire pour tous ceux qui écoutaient dans la cabine. Plus personne ne doutait de la légitimité de la demande d'Aïssata. Les gestes tremblants de Thomas pendant la conversation trahissaient un malaise profond. Claire, à son tour, balbutia quelques mots pour se justifier, évoquant le « stress » de la situation avant de finir par s'excuser d'une voix basse et peu convaincue. Les excuses étaient vagues, presque mécaniques, et n'effaçaient rien du malaise ambiant. Pire, elle rendait encore plus évident le décalage entre la gravité des faits et la légèreté avec laquelle ces derniers avaient tenté de s'en sortir. Autour, les autres membres de l'équipage chuchotaient, visiblement secoués, certains échangeant des regards inquiets avec les passagers qui continuaient de surveiller la scène, certains filmant discrètement ce moment qui resterait mémorable. Dans cet espace restreint et chargé d'émotions, le contrôle exercé par l'équipage avait complètement fondu. Il ne restait que la place au constat de l'erreur et à l'humilité forcée. Même le regard de François, l'avocat, traduisait à la fois satisfaction et vigilance. Aïssata, pour sa part, accueillit ses excuses sans un mot. Elle n'y croit pas vraiment, mais les entendait comme une reconnaissance, au moins symbolique, de ce qu'elle avait vécu. Cette confrontation directe à la hiérarchie, exposée devant tout le monde, venait rompre le cercle vicieux du silence et imposer une vérité que personne dans l'avion ne pourrait maintenant oublier ni minimiser. Après cette série de conversations et d'excuses maladroites, la tension dans la cabine retomba un peu, remplacée par une forme de soulagement collectif. Aïssata fut invitée à regagner son siège alors que le signal des ceintures venait de s'allumer en vue de l'atterrissage à Roissy. Sur son chemin dans l'allée, des mains lui effleuraient le bras. Un vieux monsieur lui souhaita bon courage. Une jeune femme lui tendit une bouteille d'eau. Plusieurs lui adressèrent de francs sourires ou murmurèrent quelques mots rassurants. Un adolescent, assis 2 rangées plus loin, lui glissa un petit mot griffonné sur un reçu de billet d'avion. « On croit en vous, ne laissez pas tomber. » Ces marques d'empathie, sincères et spontanées, réchauffaient momentanément le cœur d'Aïssata après tout ce qu'elle venait de traverser. Dans le fond, elle savait que ces gestes étaient importants. Ils la reliaient aux autres.
Il prouvait que tout le monde n'acceptait pas la violence et le mépris comme une fatalité. Pourtant, la réalité ne disparaissait pas pour autant. Plus elle se rasseyait, plus elle prenait la mesure de ce qui venait de se passer. Il ne s'agissait plus d'une simple altercation à bord d'un avion, mais bien d'un événement public, vécu devant des dizaines de témoins et documenté sur plusieurs téléphones. Son humiliation ne concernait pas qu'elle désormais. Elle symbolisait une expérience partagée par beaucoup trop de gens en France et ailleurs. Aïssata sentit le poids de cette dimension collective l'envahir, un mélange de tristesse, d'épuisement et d'une drôle de forme de responsabilité. Les regards appuyés sur elle n'étaient plus seulement ceux du vol Air Hexagone, ils représentaient tous ceux qui, un jour, avaient subi le doute, la violence ordinaire ou les soupçons injustifiés. Elle comprenait, assise près du hublot, alors que les lumières de Paris se dessinaient sous l'aile, que ce combat ne faisait sûrement que commencer. Mais dans cet avion, elle avait retrouvé quelque chose d'essentiel, le soutien, la solidarité, la certitude que les voix s'élèvent quand il le faut. L'épreuve marquerait sans doute longtemps sa mémoire, mais elle savait que, portée par ceux qu'elle venait d'inspirer ou de rencontrer, elle ne porterait pas ce fardeau seule. En posant son front contre la vitre, elle se promit intérieurement de parler, de témoigner et de transformer ce départ chaotique en point de départ d'une histoire beaucoup plus grande. À mesure que l'avion descendait au-dessus des lumières, de la banlieue parisienne, la tension ne retombait pas vraiment dans la cabine. On sentait dans l'air cette nervosité palpable, faite de chuchotements et d'échanges furtifs. Plusieurs passagers n'adressaient plus un mot à l'équipage, préférant tourner la tête ou parler tout bas entre eux, parfois en lançant des regards lourds à ceux directement responsables des événements. Thomas évitait soigneusement les yeux d'autrui, restant près de la porte du cockpit pour finir le service en silence. Claire, elle, rangeait mécaniquement de petits plateaux sans s'arrêter sur personne. Aïssata, toujours assise près du hublot, observait ce ballet étrange, les gestes automatiques de ceux qui voulaient juste que la situation se termine. Malgré les petites marques d'affection reçues plus tôt, la nervosité était vive en elle. Un homme derrière lui murmurait à son voisin qu'il avait déjà partagé la vidéo sur son compte, certain qu'elle ferait le tour d'Internet d'ici à peine quelques heures. Et en effet, le monde extérieur n'attendait pas. Les notifications vibraient déjà dans le sac d'Aïssata, même en mode avion, signe que des messages et appels s'accumulaient. En une poignée de minutes à peine, l'incident qui avait éclaté dans la cabine touchait la France entière. Sur les réseaux sociaux, des mots-clés de soutien à Aïssata, mais aussi de dénonciation du comportement d'Air Hexagone, circulaient sans pause. Des amis et collègues tentaient déjà de la joindre, envoyant des messages de solidarité ou des captures d'écran de hashtags qui grimpaient en tête des tendances. La jeune femme avait le sentiment d'être propulsée en quelques instants au centre d'un ouragan médiatique dont elle ne contrôlait rien. Ce tourbillon n'effaçait pas l'angoisse qui l'habitait, au contraire. Savoir que la presse était probablement massée derrière les vitres de l'aéroport, que chaque détail de son arrivée serait analysé, rendait chaque minute qui passait plus longue que la précédente. Autour d'elle, les passagers gardaient un silence tendu, certains se préparaient à témoigner si besoin, d'autres vérifiaient que leurs vidéos étaient prêtes à être partagées si jamais la version officielle venait à minimiser l'incident. Aïssata, elle, tentait de respirer calmement. Elle savait que les prochains instants seraient déterminants, à la fois pour elle, pour la vérité, et pour toutes les personnes qui se reconnaissaient dans son histoire ce soir-là. Quand l'avion toucha enfin le tarmac de Roissy, tout le monde resta un instant figé, comme si l'atterrissage marquait à la fois la fin d'une épreuve et le début de quelque chose de plus grand encore. Les portes s'ouvrirent sur une agitation inhabituelle. Des employés de l'aéroport attendaient avec sérieux, visiblement préparés, tandis qu'une équipe de la sécurité s'approchait déjà de la rangée où se trouvait Aïssata. On lui fit signe de patienter,
Puis 2 membres du personnel l'invitèrent à sortir avant tout le monde, la guidant vers un couloir presque vide, loin de la foule habituelle de l'arrivée. À chaque pas, le bruit sourd des médias grandissait. Quand elle franchit la dernière porte, la lumière des flashs fut presque agressive. Des dizaines de caméras étaient tournées vers elle. Les journalistes criaient son prénom, cherchant à capter le moindre mot, le moindre regard. Aïssata sentit le poids de tous ces objectifs braqués sur elle, comme une nouvelle forme d'agression, celle de la curiosité et du jugement immédiat. Pourtant, au bout du couloir, au milieu d'un petit attroupement composé de responsables d'Air Hexagone et de la police de l'aéroport, se trouvait Mamadou. Le voir, là, droit et inquiet, la ramena d'un coup à l'essentiel. Son père ouvrit les bras, et Aïssata s'y précipita comme une enfant, oubliant un instant la cohue. Il l'entoura chaleureusement, murmurant quelques mots rassurants à l'oreille. « Laisse-les parler, ma fille. Ce qui compte, c'est que tu sois toi, debout, digne comme toujours. » À cet instant précis, elle sentit à la fois un immense soulagement et une tristesse profonde. Enfin réunie avec celui qui lui avait appris toute sa vie à tenir bon, elle comprenait que la tempête ne faisait que commencer. Les journalistes insistaient, demandaient des réactions, mais Mamadou leur lança un regard qui imposa le silence, au moins pour quelques secondes. Dans ce coin du terminal, protégé autant que possible des regards, la discussion s'engagea ensuite rapidement, avec les représentants de la compagnie et de la police, tandis que la foule de journalistes s'agglutinait contre la barrière, brandissant micro et téléphone. Tout était sous tension, hors de tout contrôle, et Aïssata réalisait que cette fois, il ne lui restait qu'une seule chose à faire. Garder la tête haute, rester fidèle à ses valeurs, quoi qu'il arrive dans les minutes et jours à venir. Dans une petite salle isolée du brouhaha, loin des flashs et de la fébrilité du hall principal, Mamadou retrouva son calme habituel. Autour de la table, 2 responsables de la compagnie Air Hexagone étaient installés, tentant de donner le change avec un ton grave et poli. Aïssata resta près de son père, observant chaque regard, chaque geste, se demandant si elle pouvait vraiment placer sa confiance dans toutes ces promesses qu'on entend souvent en cas de crise. Mamadou prit la parole en premier. Il ne haussait, et pas le ton, mais ses mots étaient nets. Il insista pour que le dossier soit monté au plus haut niveau et que l'enquête ne se limite pas à une simple formalité. En citant le nom de Thomas, puis celui de Claire, il exigea que des mesures disciplinaires soient envisagées, mais il insista bien. Il ne s'agissait pas de chercher une revanche ou de pointer des coupables au hasard. Pour lui, la vraie priorité était de restaurer la confiance, de respecter les valeurs d'inclusion et d'équité proclamées depuis toujours par Air Hexagone. Il rappela que l'image de la compagnie et le ressenti de ses clients dépendaient justement de la réaction apportée dans des cas comme celui-ci. Face à eux, le directeur de la sécurité et la responsable des ressources humaines opinèrent du chef, affirmant que tout serait entrepris, qu'une commission indépendante examinerait l'affaire dans les plus brefs délais. On parlait de sanctions, mais aussi de formation pour tout le personnel, d'une reconnaissance publique du préjudice et d'un plan pour assurer que ce genre d'incident ne puisse plus se reproduire. Les mots étaient fermes, rassurants, presque trop maîtrisés. Aïssata, en les écoutant, tentait de disséquer chaque phrase, de sentir si la sincérité était réelle ou s'il s'agissait juste d'une façade pour éviter le scandale. Mamadou, lui, posa clairement la frontière entre vengeance et justice. Il voulait que la vérité soit connue, ouverte à tous, et pas étouffée dans un compte-rendu interne. Malgré tous ces engagements, Aïssata ressentait un mélange douloureux de doute et d'appréhension. Même parmi ceux qu'on aime, même quand la promesse de justice se veut forte, comment savoir si la raison d'État ou le souci de préserver l'image ne passeront pas avant la réalité vécue? Cette question la hantait alors que la réunion touchait à sa fin et qu'une nouvelle étape d'incertitude venait de commencer pour elle. Le lendemain, le visage d'Aïssata était partout,
Dès le petit matin, les émissions matinales de France Télévisions et de grandes radios nationales comme France Inter ouvraient leur journal sur l'affaire, revenant sur les images du vol Air Hexagone et le traitement subi par Aïssata. Les SIU, experts, débattaient du racisme systémique dans les entreprises, l'un d'eux évoquant même la nécessité urgente de réformer la formation des équipages dans toutes les compagnies aériennes françaises. À l'écran défilaient aussi des témoignages de quelques passagers, certains filmés à la sortie de l'aéroport, racontant ce qu'ils avaient vu et dénonçant le silence gêné de l'équipage au début de l'incident. De partout, la pression montait pour que la direction d'Air Hexagone prenne des mesures. Le logo de la compagnie était devenu le symbole d'un problème plus vaste dont on ne pouvait plus détourner les yeux. Des hashtags de soutien à Aïssata, mais aussi d'appel au boycott, circulaient sur les réseaux sociaux. On voyait des vidéos de l'incident partagées des milliers de fois, sous-titrées en plusieurs langues, le tout accompagné de messages forts venant autant d'anonymes que de personnalités publiques. Malgré son envie de se protéger, Aïssata comprit qu'on attendait quelque chose d'elle. Son père Mamadou la soutint dans cette réflexion, lui rappelant que, même si l'exposition médiatique était dure à encaisser, il fallait parfois saisir ce genre de moment pour rappeler au monde que personne n'a à subir la honte pour ce qu'il est. Après une discussion avec une association de lutte contre les discriminations, Aïssata décida de prendre la parole ouvertement. Tremblante mais décidée, elle s'installa devant la caméra d'un journaliste, acceptant d'être enfin celle qui raconterait son histoire. Dans son message, elle remercia tous ceux qui lui avaient donné du courage, insista sur le fait que l'affaire ne devait pas servir à humilier les fautifs, mais plutôt à changer en profondeur la façon dont les employés étaient sensibilisés et formés. Elle exigea des engagements fermes de la part de toutes les compagnies, afin que plus jamais une personne ne soit victime d'humiliation ou de suspicions infondées en prenant l'avion en France. Ce témoignage, diffusé le soir même sur toutes les grandes chaînes, donna une légitimité nouvelle à son combat et força la compagnie à sortir du silence institutionnel. En l'espace de quelques jours, les conséquences au sein d'Air Hexagone furent immédiates. Une commission interne avait été lancée dès la médiatisation de l'incident et ses premières conclusions ne tardèrent pas à faire le tour des rédactions. L'enquête révéla rapidement que Thomas, déjà connu, en interne pour des comportements déplacés à plusieurs reprises avec d'autres passagers, n'en était en réalité pas à sa première faute. Ce passé lourd de rappels à l'ordre et de remarques dans son dossier RH fut mis en avant dans le rapport officiel, ce qui entraîna sans surprise sa mise à pied définitive. Pour beaucoup, il était inacceptable que de tels comportements aient pu persister si longtemps, et cette fois, la direction se vit contrainte de réagir sans tarder. De son côté, Claire, l'hôtesse qui avait soutenu Thomas et suivi aveuglément ses instructions ce soir-là, s'était défendue en expliquant n'avoir fait qu'obéir aux ordres. Mais l'enquête montra clairement qu'elle avait activement participé à l'escalade de la situation, tant par ses paroles que par ses gestes. La direction estima que la gravité du moment et la confiance accordée à l'équipage imposaient une sanction exemplaire. Claire fut donc remerciée elle aussi, le communiqué insistant sur la nécessité de rappeler à tout le personnel les valeurs de respect et de neutralité. Dans le même temps, le soutien autour d'Aïssata s'organisait encore plus visiblement. Un avocat, Maître Vincent, la contacta dès le second jour pour lui proposer bénévolement son accompagnement dans toutes les démarches juridiques qui pourraient s'ouvrir, qu'il s'agisse de plaintes contre les individus responsables ou de négociations avec l'entreprise. À ses côtés, plusieurs associations, des militants et même de simples citoyens décidèrent de faire bloc derrière elle. Les messages de soutien affluent chaque jour, sur les réseaux, dans la rue ou lors de petites réunions dans des cafés parisiens. Chacun voulait montrer que l'époque où l'on se taisait face à l'injustice était révolue.
Face à une telle mobilisation, la direction d'Air Hexagone annonça la révision complète de ses protocoles et la création d'une cellule dédiée à l'écoute et à la gestion des signalements internes. Tout cela montrait que, parfois, l'indignation collective pouvait peser assez lourd pour provoquer de vrais changements et rendre le monde un peu plus juste pour celles et ceux qui osaient ne plus se taire. Quelques jours plus tard, l'événement prit une dimension nationale lorsqu'Air Hexagone organisa une conférence de presse retransmise en direct sur les grandes chaînes françaises. Derrière le pupitre, Mamadou était présent, droit et serein. Sa fille Aïssata à ses côtés. Les caméras de France Télévisions, de BFM et de plusieurs médias étrangers étaient tournées vers eux, captant chaque mot, chaque expression. Mamadou prit la parole le premier, remerciant tout d'abord ceux qui avaient soutenu Aïssata et rappelant devant tout le pays que l'incident révélé dans l'avion était inacceptable. Il reconnut sans détour les défaillances du dispositif interne de la compagnie, expliquant que personne ne gagnerait à nier la réalité. Il insista également sur la détermination d'Air Hexagone à revoir ses pratiques, promettant des mesures concrètes pour promouvoir le respect et la diversité à tous les niveaux de l'entreprise. Pendant qu'il parlait, Aïssata observait la salle, apercevant dans les regards du public comme une attention nouvelle, presque une attente, non seulement envers elle, mais envers tous ceux qui luttaient contre ce genre d'injustice en France. Quelques journalistes se levaient déjà pour poser des questions, et Mamadou répondit sans détour, reconnaissant que cette crise avait mis en lumière des failles inquiétantes, mais qu'elle servirait à accélérer la prise de conscience collective. Il encouragea d'autres compagnies à s'inspirer de leur démarche, rappelant que le respect, la dignité et la justice ne devaient jamais être des accessoires, mais des principes fondateurs. C'est en quittant la scène que le plus beau moment arriva. Au milieu du tumulte, le bruit des flashs et des applaudissements. Aïssata et son père se retrouvèrent dans un coin calme, loin des projecteurs et du brouhaha. Le silence était lourd de sens, car il n'y avait plus besoin de mots. Tout avait été dit, compris, ressenti. Aïssata se sentit enfin à sa place, consciente que sa douleur n'était plus qu'une affaire personnelle. Elle avait porté une voix plus large que la sienne, touché d'autres vies, et cela lui donnait une force inattendue. Ce jour-là, elle accepta que le combat dépassait sa propre histoire. Même si la blessure restait présente, elle réalisa que dans ce parcours incertain, elle venait de planter une graine d'espoir, une qui peut-être changerait pour de bon les choses.